Ici Denis Boucher, grand consultant suprême de NACAN. Tu sais que je te parle régulièrement de cinétique de consommation d'oxygène et de gestion de tes réserves énergétiques. S'il te vient l'idée de faire évaluer ton VO2 max afin que je te raconte tout concernant ta capacité aérobie, ton seuil d'échange gazeux, ta zone d'accumulation d'acide lactique, dans le but d'améliorer tes performances intelligemment, alors rends-toi maintenant sur monvo2max.com. Salut les auditeurs, c'est Greg. Salut, c'est Hermano. Comme vous avez pu l'entendre, Denis Boucher nous a fait une magnifique introduction commerciale au début de cet épisode du podcast. Comme on évolue et dans le cadre d'une relation win-win, il est possible qu'à partir des épisodes d'aujourd'hui, vous entendiez ce genre de messages commerciaux. Ceci va nous permettre évidemment de développer encore plus ce podcast parce que vous l'aimez, nous on l'aime aussi et puis on a des ambitions pour ce podcast, hein Hermano? Oui, tout à fait Greg. Sur ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à l'épisode du jour. Allez, bonne écoute. Salut les sportifs connectés, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast de NACAN et je suis super content de vous entendre aujourd'hui, enfin de vous parler plutôt. Et aujourd'hui, comme à mon habitude, je ne suis carrément pas seul parce que d'habitude avec Greg, on a un invité. Là ce soir, on fait l'aude à la francophonie et on a deux invités francophones. Alors on va commencer peut-être par mon co-animateur. Salut Greg. Salut Hermano et puis un petit coucou de Suisse. Encore une fois dans ce podcast qui va révéler tous les talents de toute la francophonie. Coucou aussi, allez, par qui on commence? Allez, Thomas. Salut Thomas. Bonjour à tous. Moi, c'est la Belgique que je représente aujourd'hui. Voilà, donc la Belgique, donc on est de l'autre côté de la francophonie, enfin toujours en Europe, mais cette fois-ci on est du côté belge. Et puis on va finir par l'ami Bertrand. Salut Bertrand. Salut à vous. Et moi, moi c'est l'Auvergne, hein, donc c'est bien plus au sud que vous. On l'entend un petit peu dans l'accent, dans la joie de vivre. On voit qu'il fait beau chez toi. Oui, on avait 29 degrés aujourd'hui et c'est génial, quoi. Franchement, c'est bon. Alors, 29 degrés, on précisera que les 29 degrés relevés aujourd'hui, c'est pas le jour de la diffusion de cet épisode. Il était enregistré un tout petit peu en avance parce que au moment où il sera diffusé, très probablement, et je suis très très navré pour toi, Bertrand, mais il fera un petit peu moins chaud malgré tout dans ton Auvergne magnifique et on en reparlera, hein, on verra, on sait pas maintenant avec le temps qu'il fait, mais effectivement il risque de faire plus frais quand même, c'est vrai. Bon, éventuellement on fera un petit add-on pour modifier la température à ça marche. moment-là. Je suis très content de vous avoir avec moi autour de la table. Aujourd'hui on a décidé de se retrouver pour parler un petit peu de minimalisme. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, un volontaire parmi vous trois, pour nous expliquer ce que c'est que le minimalisme? Pas tous en même temps. Ah vas-y Greg, hein. Tu t'es porté volontaire, je t'en prie. Alors, Hermano, le minimalisme, donc là on parle spécifiquement de course à pied, en particulier de chaussures. Le minimalisme, c'est quelque chose qui moi m'a été initié, en tout cas que j'ai découvert au travers de la lecture d'un livre qui s'appelle Born to Run, qui est écrit par Christopher McDougall aux États-Unis. Et puis j'avais lu ce livre un petit peu par hasard, comme ça je cherchais des ouvrages de course à pied, et puis c'est là-dedans que j'ai découvert le minimalisme. Le sens strict du minimalisme, c'est de courir avec le moins d'interface possible entre son pied et le sol. Donc en gros, c'est de choisir des chaussures qui n'ont pas d'amorti, qui ont une semelle très très fine, qui font en fait juste nous protéger les pieds des agressions du sol, des coupures, des griffures, des éraflures, etc., mais qui ne vont absolument pas modifier la dynamique de course qu'on aurait au naturel en courant à pieds nus. Et puis les puristes du minimalisme courent vraiment quasiment pieds nus, hein. C'est vraiment juste des espèces de chaussons ou des petites semelles qui nous protègent du sol, mais l'objectif final du minimalisme, c'est de courir quasiment, voire même à pieds nus. Est-ce que cette définition convient à tout le monde? Complètement. Elle me va bien. Vous vous doutez bien que si avec Greg on a invité deux personnes pour parler de ce sujet-là, c'est parce que on a l'impression qu'ils s'y connaissent un petit peu en minimalisme et du moins qu'ils y ont déjà goûté. Est-ce que je me trompe? Du tout, non.
Donc moi, ça fait un paquet de temps en fait que je me suis mis au minimalisme. Je sais pas si on parle déjà de l'historique ou pas par rapport au minimalisme. Ah bah allons-y. J'avais quand même peut-être avant de commencer sur le minimalisme une question. J'entends souvent parler de minimalisme, de foulée médio-pied, de foulée avant-pied. Quelle est la différence entre ces 3-4 termes? Et donc en fait déjà minimalisme, on va l'opposer par rapport à maximalisme. Et donc il va y avoir plusieurs choses par rapport à ça, plusieurs critères. Et donc Greg les citait ici il y a quelques minutes. Donc déjà on va avoir une chaussure minimaliste qui va être plus légère, qui va avoir moins d'amorti, qui va avoir moins de drop. Donc le drop, c'est en fait la différence entre l'avant et l'arrière du pied. Une chaussure qui va aussi avoir plus de souplesse. Donc si vous voyez une chaussure minimaliste, en général, vous allez voir qu'on peut la plier dans tous les sens. Essayer de faire ça qu'une chaussure classique, c'est beaucoup plus compliqué. Et en général, elle va aussi avoir un système, en fait, va avoir moins de systèmes de contrôle de la pronation, donc qui vont corriger en fait le pied. Donc ça c'est vraiment le principe de la chaussure et le principe du minimalisme. Et comme il y a beaucoup moins de protection, c'est que du coup on va devoir courir sur l'avant du pied parce que si on court sur l'arrière du pied, on va se prendre en fait une onde de choc sur toute la jambe et toute la colonne vertébrale, ce qui évidemment est pas génial. Et donc on a vraiment besoin, et de toute façon ça va se faire de manière assez fluide, vers l'avant du pied, et donc on va courir avec la partie du bol du pied qui se situe juste en dessous des orteils en fait. Mais alors, parce que tu dis on va courir, on va avoir tendance, ça va venir naturellement à courir sur l'avant du pied, pour éviter que l'onde de choc ne rentre par le talon et traverse toute la jambe jusqu'à la colonne. Mais cette onde de choc, on va quand même la prendre quelque part, donc du coup, à l'avant du pied. Non, enfin, en fait, ouais, ce qui est intéressant de préciser, c'est que faut se rappeler juste que notre pied est une machine formidable. Et que en fait, il a été fait pour amortir à l'origine, il a été inventé avant la chaussure, hein. Et donc en fait, c'est super intéressant, et j'ai lu un livre cet été sur le sujet, c'est que le travail du pied, hein, mais quand on parle du pied, on parle de toute la jambe en fait et de tous les muscles, fait qu'en fait on a un amorti qui est tout simplement incroyable, que le pied est vraiment fait comme ça, à condition de le laisser travailler et de finalement de l'entraîner à travailler. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les chaussures qui sont extrêmement renforcées, mais on parle des chaussures de course, mais on pourrait parler de toutes les chaussures, et notre pied s'est affaibli, hein, et il fait moins son boulot. Et finalement, le fait de talonner, ce qui n'a aucun problème en marchant, hein, puisque tout le monde talonne en marchant, je crois à peu près, hein, si on pouvait l'avoir, en courant, ça devient pas, c'est pas très logique. Et effectivement, il faudrait revenir vers un pied qui fait son travail d'amorti, et donc qui va amortir le choc et faire en plus un effet de rebond, hein, dans la course, parce que c'est comme ça que fonctionne notre pied. Il y a un exercice très intéressant qu'on peut faire et que tout le monde peut faire, en particulier en été, mais c'est regarder des enfants courir pieds nus dans l'herbe ou quand ils sont sur leur place de jeu, et regarder la dynamique du pied, comment elle va naturellement se positionner. L'enfant, lui, il n'a pas encore l'habitude de courir avec des chaussures renforcées ou des chaussures qui ont un gros amorti sous le talon, et regardez comment les enfants y courent en posant l'avant du pied d'abord sur le sol et pas le talon comme les coureurs qui ont des chaussures avec beaucoup d'amorti. Et en fait, ça, c'est le fonctionnement tout à fait naturel du pied, et ce fonctionnement naturel, il va se dégrader au moment où on va commencer à porter des chaussures qui sont rembourrées, ou en tout cas qui ont un amorti au niveau du talon. Et puis ça, en fait, avec le drop que Thomas nous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire le talon qui est positionné plus haut que l'avant du pied dans la chaussure, associé avec ce gros amorti, va avoir tendance à forcer le coureur, ou en tout cas à l'inciter à atterrir avec le talon d'abord. Et puis ça, au niveau biomécanique, c'est un peu une catastrophe. Ouais. Donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que nos ancêtres cueilleurs-chasseurs couraient sur l'avant du pied, sans chaussures évidemment, mais qu'ils avaient une foulée vraiment sur l'avant du pied très minimaliste, puisqu'ils avaient pas de chaussures, et que à la limite ils avaient même un peu de corne pour amortir, pour éviter les chocs avec les cailloux et autres bitumes de l'époque, et que avec l'évolution, au fur et à mesure, à force que l'humain porte des chaussures, on a un peu laissé de côté cette capacité du corps humain à amortir les chocs, enfin du moins à amortir l'onde de choc créée par le mouvement rapide du pied,
contre le sol et du coup on a tendance à l'oublier. Oui, et alors moi je vais te donner un exemple, c'est pas pour parler du parcours, mais l'an dernier j'ai fait un examen sur tapis de course avec un ostéo. Et j'y suis avec mes chaussures pour analyser ma foulée. Et donc j'ai couru avec 2 paires de chaussures et mes pieds nus. 2 paires de chaussures, comment tu fais pour mettre 2 paires de chaussures en même temps? T'en as mis sur les mains et sur les pieds? Ouais, c'est ça. Et t'as tout compris. Non, en fait, il m'a fait d'abord courir avec mes anciennes chaussures, avec un ancien modèle que j'avais venu. Ensuite avec un deuxième modèle vers lequel j'ai évolué. Et puis il m'a fait courir pieds nus. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit pieds nus, votre foulée est parfaite. Et il m'a dit, avec les autres chaussures, en fait, on voit que tout de suite, vous repartez sur le talon. Et suivant le modèle, je repartais plus ou moins sur le talon. Mais il m'a dit, par contre, il me dit, quand vous courez pieds nus, sur le tapis, il m'a dit, la pose du pied, elle est exactement comme il faudrait être, c'est-à-dire qu'elle est au naturel. Et pour ça qu'il faudrait aller vers le minimalisme. Et vraiment, il me l'a montré exactement comment ma position évoluait en fonction du maximalisme de la chaussure, j'ai envie de dire. J'ai eu la même histoire en fait, mais à 2 endroits différents, ce qui d'ailleurs m'a coûté une paire de chaussures. J'avais été dans une chaîne de magasins spécialisés pour des chaussures du coup plutôt maximalistes. Ils ont dit que j'étais pronateur et au final en fait j'étais plutôt supinateur avec des chaussures, donc j'avais plutôt tendance à courir sur l'extérieur des pieds plutôt que sur l'intérieur, alors que pieds nus, et là je l'ai fait à un autre endroit, là j'avais aussi une foulée plutôt neutre, et donc voilà, donc à ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas plus tous tendance à courir de manière neutre tant qu'on n'est pas justement je sais pas si on peut dire aidé ou justement pas aidé par les chaussures. C'est une quasi-certitude, parce que si on se met à pieds nus et qu'on est sur une surface relativement dure, même si c'est sur de l'herbe, du gazon, mais avec quand même un sol dur dessous, je mets au défi quelqu'un de réussir à courir 1 kilomètre, on attaque talons, pieds nus, il aura des douleurs de dos insupportables bien avant le premier kilomètre. Donc de toute manière, la position va naturellement être influencée par ce choc, et puis le déroulé du pied va se positionner, mais c'est quelques foulées, et automatiquement ça va se positionner sur l'avant du pied. Bon, alors du coup on reviendra un peu sur mon histoire à moi, mais il faudra que vous m'expliquiez 2-3 choses. En résumé, si on veut avoir une foulée la plus minimaliste possible, enfin si on veut être le plus minimaliste possible et avoir la foulée qui va bien avec, on va éviter de faire ça sur du bitume parce qu'il y a quand même des petits cailloux, des bouts de verre, des impuretés, des saletés. Vous nous conseillerez plutôt d'aller sur une piste d'athlée ou sur le sable, sur une plage ou sur de l'herbe propre et courir pieds nus. Et même déjà avant même ça, marcher chez soi un maximum pour déjà habituer le pied, parce qu'à force le pied va déjà se renforcer, et effectivement aller sur des surfaces plutôt lisses ou en tout cas légèrement souples, comme tu viens de le dire, avec de l'herbe, du sable ou de la terre battue, ce genre de choses, c'est idéal pour commencer. Ouais. Moi je sais pas mais moi je marche toujours pieds nus chez moi. Ça irrite certaines personnes de ma famille qui ont pas l'habitude, qui me disent mais des pantoufles et tout, et je marche constamment pieds nus, et ça fait vraiment travailler le pied. Alors notamment dans les escaliers, c'est intéressant de regarder quand on monte les escaliers. Finalement on se remet à voir cette histoire de monter avec l'avant du pied, le dynamisme, etc. Rien que chez toi déjà, quand tu te mets à marcher pieds nus, tu te rends compte de la différence. C'est assez flagrant. Et après je sais pas si vous faites l'exercice, nous au club des fois on court pieds nus sur l'herbe en fin d'entraînement pour se dégourdir un peu les jambes, etc., pour décrasser. Et ça déjà, je pense que ça en perturbe un paquet qui ont l'habitude des grosses chaussures. Alors ça c'est certain. Et puis c'est un conseil que il faut donner, c'est que si quelqu'un s'intéresse au minimalisme, c'est de commencer par faire exactement ce que tu viens de dire, Bertrand, c'est d'ajouter des petits moments où on se déplace à pieds nus, mais il faut pas se dire tout d'un coup je faisais un entraînement de 7 km avant dans mes chaussures maximalistes, demain je l'ai fait à pieds nus ou avec des chaussures minimalistes. Il faut vraiment y aller très très progressivement, il faut commencer à découvrir cette sensation en faisant un tour
tour de terrain de foot ou un tour de stade d'athlétisme, mais dans la partie herbeuse, à la fin de son entraînement pieds nus pour découvrir un petit peu la sensation, mais y aller très très progressivement parce que le pied va devoir se réhabituer à absorber les chocs par la biomécanique du corps humain et plus par du matériau synthétique qu'on va mettre sous le pied. Et puis ça, remuscler le pied, retrouver ses sensations. Et puis il y a pas que le pied, il y a le tendon d'Achille, il y a les muscles du mollet qui vont commencer à travailler. Il y a vraiment toute la chaîne musculaire qui est impliquée dans cette amorti naturelle qui va devoir être remis en fonction parce qu'il était un peu en hibernation à cause des chaussures maximalistes. Et puis ça prend du temps. Ma transition vers les minimalistes, je crois qu'elle a duré en tout et pour tout jusqu'à ce que je cours un marathon avec des chaussures minimalistes plus de 2 ans. Ouais. Et moi, je dis souvent aux gens, je dis de toute façon, la première séance, les mollets vont vous rappeler que vous avez fait 1 kilomètre. Hein. Ah oui, mais ça c'est clair. Oui, c'est ça. Et à moins que vous soyez un expert de course en montagne, effectivement, tout coureur expérimenté va vraiment avoir du mal, va vraiment souffrir des mollets. Et ce que je dis toujours, effectivement, c'est de commencer par une sortie d'1 ou 2 kilomètres, et puis aller de rajouter toutes les semaines ou toutes les 2 semaines 1 kilomètre de plus, et ainsi de suite, pour arriver à finalement, effectivement, aller plus loin. Mais c'est clair que la première semaine, les mollets, ils souffrent. Hein. Ça, on n'utilise pas les mêmes choses que la course à pied classique. Ouais. Bon, moi, je commence à en avoir marre des gens qui me disent qu'il faut y aller doucement. Denis Boucher, il nous dit que pour tout entraînement, il faut y aller doucement, il faut mettre 80% d'endurance, 20% de rapidité ou de fractionner, enfin d'exercice à haute intensité. Vous me dites qu'il faut y aller doucement avec le minimalisme. Quand est-ce qu'on s'amuse en fait ? Tu peux tout à fait t'amuser avec du minimalisme sans faire un semi-marathon avec tes chaussures minimalistes la première fois que tu les mets. Hein. Et en fait, ça va être une découverte très très intéressante de faire un tour de stade d'athlétisme à pieds nus pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Ça va être une expérience extrêmement enrichissante et puis qui va lui faire découvrir des sensations en course à pied qui, même s'il court depuis 20 ans dans ses chaussures, va découvrir des trucs nouveaux. Hein. Ouais, et puis alors Thomas, il va valider ce que je dis, mais tu prends tes minimalistes et tu vas en forêt. Sur un terrain très souple, mais avec des petits imperfections, et tu vas découvrir tout d'un coup que le terrain, tu ne l'avais jamais senti comme ça sous tes pieds. D'un coup, tes orteils, ils accrochent sur des choses que tu ne connaissais pas, parce que tes chaussures t'empêchaient de les connaître. Donc, et là, tu vas vraiment t'amuser. Hein. Franchement, je te le garantis. Oui, c'est clair, on ressent vraiment tout, même l'herbe, ce genre de choses, on ressent tout. Là, ici, ce matin, je suis allé marcher justement, même, je les mets même en marchant, mes chaussures minimalistes. On ressent vraiment toutes les sensations du terrain. On sait quand on change l'adhérence n'est pas la même. On sait quand on change de terrain, on va ressentir tous les graviers un à un. Et d'ailleurs, quand on court, c'est une des choses où il faut faire attention quand on court en minimaliste, c'est que les cailloux, là, on peut vraiment se faire très très mal, tellement les semelles sont fines. Et donc c'est les avantages et inconvénients, mais oui, c'est le niveau sensation, c'est vraiment génial. Pour ceux qui adorent marcher pieds nus, c'est juste une petite enveloppe qui protège, et pour le reste, c'est comme si on marchait pieds nus. Oui, ça nous renvoie en enfance, mais malgré tout, il faut y aller avec précaution. Oui, clairement, parce que comme je disais, au niveau de la semelle est tellement fine que si vous n'êtes pas un minimum, si vous ne regardez pas devant vous, que vous n'anticipez pas un peu les différents obstacles, surtout si vous faites plutôt la course en nature, le moindre plus gros caillou va vraiment pouvoir vous faire mal. Donc il faut vraiment y aller déjà progressivement, même au niveau de la chaussure. On parlait des différentes composantes d'une chaussure minimaliste. J'aurais presque tendance à dire, pour une première expérience, d'avoir des chaussures avec des semelles qui ne soient pas trop fines non plus. Il y a un site qui s'appelle la Clinique du Coureur qui fait un comparatif assez sympa, qui reprend justement toute une série de chaussures avec un degré en pourcentage, et donc plus le pourcentage est élevé, plus la chaussure est minimaliste, et donc d'avoir un pourcentage qui soit plutôt du côté des 80% plutôt que des 90 ou 95%, ce qui est une chaussure déjà pour quelqu'un qui a l'habitude du minimalisme. Moi, j'aurais vraiment tendance à dire plutôt du 70-80%. Comme ça, ça veut dire que la semelle est un peu plus épaisse, et donc qui laisse un peu, vous laisse un peu une marge d'erreur, même si vous êtes débutant. Donc voilà, moi c'est un des premiers conseils que je donnerais, c'est le minimalisme, c'est super, mais attention à ne pas avoir une chaussure trop minimaliste pour une première expérience. En tout cas, c'est un conseil que je donnerais.
Je suis entièrement d'accord sur on a parlé de la progressivité au niveau de la distance. On a aussi abordé légèrement la progressivité au niveau de la surface. Donc, on va commencer par des surfaces super faciles à aborder, comme par exemple de l'herbe ou du gazon. Et puis ensuite, on peut rajouter de ces parcours en forêt qui sont recouverts par des copeaux de bois, mais qui sont quand même relativement réguliers. Et puis ensuite, on va rajouter un petit peu des chemins gravillonneux. Et puis ensuite, on va aller courir peut-être un petit peu sur des sentiers un petit peu plus recouverts de cailloux. Mais là, il faut de la progressivité, comme on l'a dit, de la distance et puis aussi de la progressivité dans les chaussures. Je crois que c'est un très très bon conseil que vient de donner Thomas, de ne pas choisir de passer de ces grosses baskets de course à pied avec énormément de drops, d'amortis, etc. directement aux Vibram Five Fingers par exemple, qui sont vraiment des chaussures ultra minimalistes, mais de choisir des intermédiaires pour aller vers des chaussures de plus en plus minimalistes au fur et à mesure de l'évolution et de son adaptation métabolique. J'ai déjà eu l'occasion de voir il y a quelque temps sur les routes à Paris des coureurs qui faisaient le marathon de Paris pieds nus. Alors bon, les routes sont relativement propres, à moins d'un sachet de barres de céréales ou d'une compote qui traîne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Première question. Et deuxième question, j'ai toujours entendu dire que les Kenyans couraient pieds nus chez eux. Pourtant, quand je les vois en Europe, ils sont pas pieds nus, ils ont des chaussures. Alors moi, je sais qu'il y a Bikila, qui est un coureur africain qui est un coureur de marathon qui supportait pas les chaussures et donc du coup qui courait pieds nus sur 42 bornes et ça lui a jamais posé de problème parce qu'il avait toujours couru pieds nus et il avait la peau qui avait fait de la corne sous les pieds de manière à ce qu'il soit confortable même sur route, même sur 42 km. Et ça lui a jamais posé de problème. Au niveau biomécanique, il y a aucune contrainte à ça. Maintenant, si quelqu'un qui a toujours couru en chaussures se met à courir sur du bitume pour ne serait-ce que 1 ou 2 kilomètres, il va finir avec les pieds en sang parce que ses pieds sont pas adaptés, quoi. Ouais, c'est une question effectivement d'habitude. Je crois que au niveau olympique, il y a eu un marathonien qui avait réussi à gagner en étant pieds nus. C'était pas aux Jeux Olympiques, mais un marathonien qui avait gagné un marathon en étant pieds nus. Mais effectivement, il y a aucune, comme le dit Greg, c'est la progressivité qui importe. Enfin, ici, j'ai encore eu un exemple pendant ici ces dernières vacances, donc. Comme Bertrand, j'ai beaucoup l'habitude de marcher pieds nus à tout moment. Ça dérange énormément aussi mon entourage autour de moi parce que effectivement c'est assez, enfin voilà, c'est vu comme assez négatif. Mais oui, donc pendant les vacances, en fait, voilà, pendant les vacances, j'avais fait un match de foot sur un terrain sur goudron. Et puis à un moment donné, j'ai ma femme qui arrive près de moi qui me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'avais mon orteil qui était en sang et j'avais strictement rien remarqué parce que mon pied s'était sans doute solidifié de par l'habitude de marcher pieds nus. Et donc à un moment donné, ça en est un point que on ne ressent même plus certaines blessures parce que le pied s'est habitué en fait. Et il y a des triathlètes, moi j'ai le souvenir de David Haus, le triathlète français qui courait à Genève les Européens de triathlon avec l'équipe de France de team relay et il avait aidé la France à gagner le titre européen parce que lors de la transition du vélo à la course à pied, il avait pas pris le temps de mettre des chaussures. Il était parti course à pied pieds nus. Alors c'était une distance de 2 km sur ces épreuves de sprint en relais, mais ça avait permis de gagner les quelques secondes que les autres concurrents ont nécessité pour mettre des chaussures et lui il était parti pieds nus. Il expliquait que il pratiquait la course barefoot ou pieds nus à l'entraînement régulièrement et que pour ces distances-là de 1-2 km, il avait pas peur de partir pieds nus sur du bitume et il avait gagné la course. Donc voilà, ça se fait, ça se voit, mais il faut avoir l'habitude de le faire. Alors je me demande effectivement si sur les triathlons, ça fait légion ou c'est plutôt extrêmement rare de voir des triathlètes qui courent pieds nus, donc qui sautent du vélo, qui enlèvent les chaussures sur le vélo, qui sautent du vélo pieds nus et puis qui font la partie course à pied pieds nus ou avec des chaussures vraiment de minimalisme. Quoique je pense que les Five Fingers sont un petit peu difficiles à enfiler sur un triathlon, et puis je pense que ça dépend aussi de la distance de la course. Alors maintenant, c'est plus possible parce que depuis le cas David Haus, le règlement de triathlon a été revu par l'ITU et puis ils ont rajouté l'obligation de porter des chaussures sur la partie course à pied. Alors voilà, il y aura les gens qui seront pour des questions d'égalité et pour plus que ça se reproduise de cette manière, l'ITU a modifié le règlement. Donc maintenant, c'est plus possible. Moi, j'ai vu sur des triathlons, sur des Ironman, des gens qui couraient le marathon de l'Ironman avec des Five Fingers. Donc c'est vraiment pas possible.
pas impossible. Ouais, bon après sur Ironman, t'as beaucoup plus de temps sur la transition, enfin t'as plus de temps à consacrer pour la transition pour enfiler des Five Fingers. Oui, mais après il faut quand même courir 42 km avec 180 bornes de vélo dans les jambes avec tes Five Fingers quoi. Mais justement, d'un point de vue biomécanique, tu nous disais, enfin vous nous avez dit tous les trois que ça changeait rien et au contraire, c'était l'essence même du corps humain que de courir pieds nus ou quasiment. Pour quelqu'un qui a toujours couru avec des chaussures, qui plus est avec des chaussures maximalistes, avec un gros drop, est-ce que ça va pas modifier quelque part la foulée, ou est-ce que si on veut entamer une transition vers du minimalisme, il va pas falloir adapter sa foulée puisqu'on n'est pas... En théorie, on n'accroche pas de la même manière. Si on est maximaliste, si on talonne, on va plutôt taper du talon et donc dérouler la jambe, alors que si on est minimaliste, on va avoir une jambe très tendue vers l'avant et on va venir griffer le sol avec l'avant de son pied, et c'est cette impulsion qui va permettre de faire repartir le reste du corps sur l'avant. J'ai pas tout suivi dans tes explications biomécaniques. En fait, moi, il y a un truc qui est lié au minimalisme chez moi qui m'a permis d'y passer, c'est la fréquence de course. De pédalage, hein, et en fait surtout d'avoir une position de pied, justement de pas aller balancer la jambe loin devant, parce que sinon tu peux taper qu'avec le talon, ou alors tu vas tomber pieds nus, tu vois, tu peux pas y arriver, quoi. Tes jambes tendues, c'est pas possible. Et j'avais lu des bouquins sur les techniques de course, etc. Et t'as quand même intérêt à avoir une certaine foulée qui soit pas trop aller chercher trop loin, justement pour pouvoir poser ton pied comme il faut. Donc ça modifie, je pense, effectivement. Hein, t'as intérêt à te propulser vers l'avant, etc. Mais par contre, et ça me rappelle, vous en avez parlé avec le docteur Denis Boucher, je crois, de cette histoire de, tu sais, avec le nombre de G qu'on encaisse dans le corps, etc., avec la fatigue, etc. Et moi, je me suis rendu compte que dans les premiers temps où je courais en Five Fingers, ma difficulté, c'était d'arriver en fait à tenir ma foulée sur l'ensemble de la sortie, parce que au bout d'un moment, avec la fatigue, j'avais une tendance à me remettre sur des positions qui étaient un poil plus à l'arrière. Et dans ce cas-là, ça tape le talon, et donc d'un coup le talon il te dit oh mon gars, tu repars vers l'avant, tu débrouilles comme ça. Et la transition, et c'est vrai que je comprends l'histoire de la transition sur 2 ans, parce que y a tout un tas de facteurs qui vont jouer sur le fait qu'il faut être capable aussi de tenir ta foulée comme il faut pendant pas juste 1 ou 2 kilomètres, hein, comme on disait au début. Moi j'ai fait un trail là de 12 kilomètres, j'ai fait 14 ou 15, 16 kilomètres avec mes Five Fingers. Au départ, c'est sûr que musculairement, etc., j'étais pas du tout en mesure de le faire, tout simplement parce que au bout d'un moment, mon corps, il revenait dans une position qui était plus, peut-être, je sais pas, peut-être un confort que j'avais pris avec les années, quoi. Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est sûr, hein, c'est que la transition prend beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de travail de renforcement à faire et pas qu'au niveau du pied comme on le disait avant. Et du coup, voilà, pour tenir 2-3 kilomètres, ça va assez vite, mais par contre, pour tenir des distances plus longues, un 10 km d'abord, ensuite un semi-marathon, voire un marathon complet de 42 km, encore plus si on veut faire du trail et qu'on court en montagne. Et en plus, en montagne, on est super sollicité dans les descentes hein, quand on est en minimaliste, parce qu'il y a vraiment aucun répit. C'est-à-dire que dans les descentes, il y a vraiment des chocs importants qui sont absorbés par le tendon d'Achille, les muscles du mollet, par toute la mécanique de la cheville, du pied, des tendons qui passent de tous les côtés. Et donc vraiment, il y a toute la partie musculo-squelettique qui va prendre en charge cet amorti. Et dans les descentes, ça va être épouvantable au niveau de la force à mettre. Et là, ça va prendre énormément de temps pour s'adapter quand avant on courait avec des chaussures maximalistes. Et puis pour revenir à la question que tu posais au tout début, Hermano, c'est de savoir la transition, comment elle va se faire. Moi, je suis assez mitigé en fait sur le fait de recommander le minimaliste à des gens qui courent depuis 20 ans avec des chaussures traditionnelles. Et puis qui n'ont pas de problème, c'est-à-dire que ils n'ont pas une économie de course qui est déficiente,
ils ont pas des blessures qui sont récurrentes et ils sont contents dans leur pratique de course à pied avec leurs chaussures normales, j'aurais pas forcément tendance à leur recommander fortement de passer au minimalisme parce qu'il n'y a pas forcément de raison qu'ils le fassent. S'ils ont des blessures à répétition, si ils ont une économie de course qui est mauvaise, c'est-à-dire que le fait de balancer le pied trop en avant et de poser le talon trop en avant, bah, en fait à chaque foulée ça va les ralentir à cause de l'impact du talon. Mais si leur déroulé de pied est correct, etc., et puis qu'ils n'ont pas de blessures récurrentes, tu l'as dit, hein, le minimalisme, ça va prendre énormément de temps. Ils vont devoir modifier complètement leur foulée. Et ces gens-là, en fait, alors je sais pas pour Bertrand ou Thomas, qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, quelqu'un qui a des bonnes performances, qui a pas d'économie de course majeure à faire, avec du minimalisme ou qui a pas de blessures récurrentes à cause de ses chaussures traditionnelles, est-ce que vous lui recommanderiez d'aller sur du minimalisme? Ça dépend aussi de ce que recherche la personne. Je veux dire, une des raisons, en soi, je te rejoins sur pas mal de points, dans le sens où effectivement changer une équipe qui gagne, mais c'est peut-être, il y a peut-être un danger derrière. Maintenant, moi, un des points principaux qui m'a donné envie de passer au minimalisme, aux chaussures minimalistes, ce sont les sensations. Et ça, il y a rien à faire avec des chaussures maximalistes. Les sensations, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, il suffit qu'il y ait une prise de conscience de cette personne sur le fait de pouvoir ressentir des sensations, que c'est possible avec des chaussures. Et donc, à ce moment-là, de changer certaines habitudes. C'est clair que à partir du moment où on a, par exemple, une marque de chaussures ou un modèle avec lequel on sait qu'on ne se blesse pas, clairement, il vaut mieux de pas en changer. Maintenant, ça dépend de ce que recherche la personne. Et une des raisons de passer au minimalisme, ça peut être la recherche, la quête de sensations. Voilà. Après, ça dépend ce qu'elle cherche derrière. Ouais, alors moi j'y suis passé après une blessure, donc je suis un cas particulier. Hein, moi j'ai fait une périostite sur la préparation de mon marathon de Lyon, il y a 1 an, voilà à peu près. Et c'est clair que la visite chez l'ostéo, la fameuse visite chez l'ostéo, m'a confirmé que j'avais intérêt dans tous les cas à passer à des chaussures plus minimalistes. Et mon ostéo m'a dit de toute façon faut aller vers des chaussures plus minimalistes. Mais moi j'avais voulu y aller à une époque un peu ça me tentait, mais un peu de dire tiens ça a l'air sympa cette histoire de Five Fingers, etc. Et mais j'étais vraiment trop loin au niveau du parcours, c'était pas possible d'y aller comme ça. La blessure, elle, par contre, m'a amené à réfléchir différemment à comment je courais et j'avais une sensation, voilà, moi qui était de dire je me bats avec le terrain, avec la piste. J'ai longtemps, enfin c'est pas longtemps que je cours, mais au début j'avais l'impression de me battre, hein, avec le terrain, etc. Et je me disais mais comment je vais arrêter de me battre et comment je vais arriver à, j'ai pas dire épouser plus le terrain ou je sais pas quoi, je sais pas comment le dire, hein, vraiment. Embrasser, caresser. Ouais, voilà. Mais vraiment, comment faire? Je me rends compte en fait que cette histoire de recourir plus minimaliste, c'est peut-être ce qui me permet d'y arriver en fait. Il y a des moments où je me dis tiens, j'ai une sensation sous le pied qui me plaît beaucoup plus que dans l'impression que j'avais avant. T'aurais peut-être pu l'impression que je courais comme avec des battoirs, quoi, des trucs comme ça. Mais je nage aussi comme ça, alors tout en force. Des battoirs, c'est quoi des battoirs? Un truc, tu sais, des trucs, des trucs en bois qui tapent là, comme des raquettes en bois, quoi. T'as un truc qui pam. C'est beau. Ouais, comme des gros sabots, tu vois. J'ai l'impression de courir comme à une époque, je courais comme avec des sabots, tu vois. J'ai l'impression que c'était lourd, etc. Et c'est plus le cas maintenant. Enfin voilà. Mais pareil, la motivation est tout autre aussi avec des minimalistes, parce que c'est vrai que le fait de savoir qu'on va ressentir un paquet de choses plutôt que de courir un peu en mode automatique avec des chaussures minimalistes, maximalistes, ça change tout. Et pour revenir aussi sur l'historique de mon côté, je viens aussi d'une blessure et donc un peu de la même manière, je me suis aussi intéressé au minimalisme à cause de ça. Sauf que moi j'ai eu moins de chance que Bertrand, dans le sens où moi tout le corps médical m'en a dissuadé en me disant le minimalisme c'est de la folie furieuse. Et donc aussi bien mon médecin généraliste, le personnel de l'hôpital où je suis allé parce que moi j'avais un syndrome de l'essuie-glace, donc une douleur au genou, et j'ai aussi après fait de la kiné, donc le kiné est pareil, même la personne qui m'entraînait, etc.
Et même ceux où j'allais acheter des chaussures m'ont tous dissuadé de faire du minimalisme en fait, donc d'acheter des chaussures minimalistes et de les utiliser au quotidien. Et donc c'est de fil en aiguille, je me suis dit bon bah tant pis, je vais quand même y aller. J'ai notamment lu comme le livre dont Grégory parlait, donc Born to Run. Il y a eu aussi un chouette documentaire sur Arte qui s'appelle Sommes-nous faits pour courir, que je vous conseille vraiment, qui de manière un peu anthropologique aussi raconte comment l'homme effectivement est fait pour courir sans rien autour du pied. Et alors je sais pas si vous connaissez aussi le site Natura Coach, qui est j'étais aussi en pleine transition un peu bien-être, nutrition, etc. Et notamment, il a évoqué, c'était déjà en 2012, il évoquait déjà aussi les Five Fingers. Et donc tout ça mis ensemble, ça a cogité pendant 1 an ou 2. Et puis je me suis dit bon allez tant pis, même si tout le corps médical me déconseille d'y aller, j'y vais quand même. Et puis clairement je regrette pas quoi. Alors, moi, je parlais de la transition que je ne recommande pas forcément aux coureurs qui sont contents de leurs chaussures maximalistes. Maintenant, tous les deux, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est la transition alors qu'on est sujet à des blessures à répétition sur le minimalisme. Alors moi, c'était moyennement le cas. J'avais quelques périostites dans la saison avant que je décide de faire la transition vers le minimalisme, mais c'est pas forcément ça qui m'a incité à le faire. C'est plutôt vraiment la philosophie de la course minimaliste et puis un petit peu l'inspiration que m'avait donné le livre Born to Run, et puis également après une conférence quelques semaines ou mois après de Blaise Dubois, qui est l'initiateur de la clinique du coureur dont tu parlais avant, Thomas, qui fait notamment l'inventaire des chaussures minimalistes. Et puis c'est ça qui a fini de me décider à tenter cette transition. Alors là, il faut vraiment être conscient, pour les personnes qui vont commencer la transition, c'est que il y a probablement des blessures récurrentes liées aux chaussures maximalistes qui vont disparaître. Par contre, il y a un risque d'avoir des blessures nouvelles qui arrivent. C'est pas forcément magique. C'est-à-dire que moi, j'ai subi pas mal de petites tendinites sur les côtés extérieurs des chevilles ou sous le pied à cause du travail qui était nouveau pour le pied à faire. Alors même si j'ai fait ma transition tranquillement, ça n'a pas empêché quand même ce genre de blessures d'arriver et d'être relativement récurrent pendant 1 année, voire 2 ans. Et puis ensuite, il faut bien accepter que pendant 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, ça dépend les distances vers lesquelles on veut aller, mais on a des performances qui baissent, qui sont en demi-teinte parce qu'on est en train de changer de foulée. On n'a plus la performance de l'ancienne foulée parce qu'on est en train d'en changer, mais on n'a pas encore la pleine performance de la nouvelle parce qu'on est encore en train de l'acquérir, de la travailler et puis de l'endurcir. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine à faire et il faut pas penser, tiens, j'ai écouté le podcast des sportifs connectés aujourd'hui, ils parlent de minimalisme, c'est génial, demain j'achète des Five Fingers et puis bim, j'y vais, dans 3 semaines, c'est impeccable. Non, il faut vraiment que ce soit une décision mûrement réfléchie et puis il faut bien comprendre ce qui va se passer. Mais si vous êtes blessé de manière récurrente à cause des chaussures maximalistes, ça peut être des douleurs de dos, du bas du dos à cause des impacts des talons, ça peut être des genoux. Enfin, il faut diagnostiquer tout ça avec des personnes compétentes, mais la piste du minimalisme peut être intéressante, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Oui, c'est ça, c'est complètement, oui. Alors du coup, vous avez un peu avancé sur le plan que je voulais proposer, c'est-à-dire que je voulais vous donner la parole pour avoir un petit peu vos anecdotes, pour savoir ce qui vous a fait passer au minimalisme. Si on rentrait un peu plus dans le détail, on va peut-être commencer par Bertrand. Tu nous as dit que, plutôt Greg préconisait une transition qui se passerait plutôt sur 2 ans. Toi, tu nous as dit que ça s'est passé en 1 année. Tu peux nous en dire plus sur ce qui a vraiment déclenché ton envie, ton passage et qui t'a poussé vers le minimalisme? Ouais, alors bon, moi je vous fais l'histoire courte. Je cours depuis pas très longtemps, 3 ans à peu près. Et au départ, quand j'ai choisi mes premières chaussures, j'ai pris la marque à la mode. On m'a dit il faut courir avec des ASICS, tu vois. J'ai pris des ASICS. Et j'ai découvert ensuite que les ASICS, c'est peut-être la chaussure la plus maximaliste qui est. Parce que ça contrôle dans tous les sens, etc. Et c'était super bien mes chaussures, mais un contrôle enfin, il y a rien qui bouge en fait une fois que t'es là-dedans. Enfin, c'est incroyable. Et
Alors peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas trop, qui se posent la question, etc. Quand on parle de contrôle, pronateur, supinateur, il faut qu'on en dise plus. Oui, alors moi en fait, alors sur les ASICS, j'avais un contrôle, une cale à l'intérieur du pied. Ça évite que les rotations, les torsions. Chez ASICS, ils ont plein de systèmes comme ça. Elles sont pas très flexibles en fait, on se rend compte. Les modèles, j'avais un modèle haut de gamme en plus et tout. Et donc en fait, quand je me rends compte, et maintenant je marche avec, mais c'est le côté sabot là, tu vois, c'est vraiment, elles sont raides, etc. Bon bref, et je n'arrive même plus à marcher avec à tel point. Et donc après, j'étais passé chez Socony, parce que une boutique m'avait dit, bah tiens, Socony, elles seront plus adaptées à vous. Et en fait, j'avais commencé à diminuer mon drop. Tout à l'heure, t'en parlais Thomas sur l'histoire du drop, donc j'ai commencé à le diminuer. Parce que je cernais que moi je sentais quand je courais, puis j'avais fait des petites vidéos de moi en train de courir, je voyais que j'étais quand même très assis vraiment sur le talon, etc. Et bon, j'avais lu, on m'avait dit avec du drop, en allant vers du drop plus faible, ça devrait améliorer. Donc je suis passé d'abord chez Socony qui a un drop de 8 comme ça, et déjà ça une première transition. Et puis ensuite j'ai voulu passer chez Altra avec un drop de 0. Et c'est au moment en fait j'ai voulu faire la transition Altra. Quand je préparais mon premier marathon, et mon marathon de mes 42 ans, défi à la con, je vais faire un marathon pour mes 42 ans, batati batata, et 2 semaines avant le marathon, ça a claqué, je pouvais plus marcher, tout simplement, j'ai des douleurs énormes sur les tibias, et donc j'appelle ma kiné en urgence, et je lui dis comment on fait, et elle me dit, ça ressemble à une périostite. Et donc une périostite par jambe, donc sur le coup c'était vraiment très désagréable, et je suis allé voir un ostéo ensuite et qui m'a dit oui bon, périostite, inflammation des releveurs, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas probablement c'est les chaussures. Et on a fait le fameux test de course, et il m'a dit en fait un truc qui était intéressant. Il m'a dit les Altra, elles ont limité la casse. Il m'a dit, mais avec le volume d'entraînement qui a augmenté, la position assise, d'être trop assis, etc., fait qu'effectivement, la pointe du pied remontait encore, malgré le drop 0, etc. Et il m'a dit, on peut rester chez Altra, voilà, mais il faut aller sur une chaussure qui soit plus minimaliste. Alors, je vais donner les noms des modèles. Je courais en Altra, en taurine. Coefficient de minimalisme sur la clinique du coureur 46%, voilà, à peu près dans ces zones-là. Et il m'a dit il faut passer sur l'Escalante, et il m'a dit l'Escalante tel modèle, attention. Et donc je suis allé acheter les Escalantes, j'ai dit mais c'est pas possible, je vais pas vous courir avec ça. Et il m'a dit mais c'est le côté chausson qui va tenir, qui va être le pied bien souple, etc. Et elles avaient un coefficient de 76, tu vois, et on revient dans ce que tu disais Thomas, de ce chiffre-là. Et il m'a dit par contre, il va falloir un petit bout de temps pour vous y adapter. Il m'a dit, vous courez pas tout de suite avec trop longtemps, vous faites vraiment une phase d'adaptation. Et donc j'ai fait ça, et j'ai couru le marathon de Paris avec mes Escalantes. Ça a surpris des gens d'ailleurs, ils m'ont dit mais tu cours un marathon de Paris en minimaliste à ce point-là, etc. Et je n'ai eu, franchement, sincèrement, aucune douleur sur la préparation, etc., les inflammations, tout ce qui était, toutes ces douleurs de périostite, etc., ne sont pas revenues, malgré le volume d'entraînement qui avait augmenté, qui était même plus fort qu'avant. Et donc ça, c'était mon premier passage. Et ensuite, je me suis dit, maintenant que je suis là, et je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Et donc, sur le mois de juin à peu près, j'ai dit, je vais m'acheter une paire de Five Fingers. Voilà. Et j'ai couru tout l'été en Five Fingers. Alors au début pas longtemps, et puis samedi j'ai fait un trail en Five Fingers. Et on parlait des descentes tout à l'heure. Et oui, je confirme, ça brûle. Les descentes c'est horrible. Ouais, et en fait, alors moi en Auvergne, il y a rien qui est plat, donc de toute façon ma sortie la plus plate fait 200 mètres de dénivelé D+ minimum, donc c'est comme ça. Et donc j'ai déjà des descentes, et j'ai senti que ça serait difficile. Et la course là, samedi, c'était 400 mètres. Et j'ai pris les descentes en mode course, c'est-à-dire je les ai prises vite, et j'étais surpris d'arriver à descendre. Alors je descends pas encore aussi vite qu'avec mes anciennes chaussures, mais je descends quand même beaucoup plus vite qu'au tout début. J'ai fait 120 km avec les Five Fingers à peu près. Et par contre, j'ai senti le lendemain que j'avais des douleurs que je ne connaissais pas du tout.
T'as découvert de nouveaux muscles. Eh ben ouais, des muscles. En fait, c'est comme si j'ai des grosses boules au-dessus du genou, mais vraiment le bas des cuisses. On voit qu'il a vraiment encaissé quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'encaisser. Mais par contre, tout ce qui était douleur, etc. Effectivement, ce qui était intéressant, c'est que la première fois que j'ai couru avec les Five Fingers, je crois que je me suis dit, je me demande si j'ai pas fait une connerie. Je le dis très clairement, parce que bon, je suis rentré, j'ai mis une photo Instagram, je dis ouais, c'est génial, etc. Sauf que le lendemain, j'avais une douleur sous le pied parce que j'avais pris un caillou pointu. Et je l'ai senti, mais pendant au moins une semaine, quoi. Dès que je posais le pied et tout, ça me cramait. Et maintenant, je repère les cailloux pointus très 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 longtemps à l'avance. Et cet été, je suis allé courir dans le sud de la France sur que de la caillasse. Et je vois qu'encore la transition pour courir sur ce type de terrain-là, elle est quand même super difficile. Donc pour moi, la transition, j'ai pas de mal à comprendre qu'il faille 2 ans, parce que je cours, oui, je suis capable de faire ça. J'ai fait 2 courses avec les Five Fingers, mais il y a des terrains sur lesquels je me sens pas encore à l'aise. Voilà. C'est une belle explication. Et donc toi, tu dis ce qui t'a poussé à la transition, finalement, c'est cette blessure et le corps médical que t'as consulté et qui t'a conseillé d'y passer. Ouais. Ouais, mon ostéo, de toute façon, je vais te dire un truc, c'est simple. Donc, je peux donner le nom. Il s'appelle Thomas Laure-Blanchet. Il a été champion du monde de trail et il fait partie du. Sa sœur est pas mal aussi en triathlon, non Ouais, bah oui, ils ont. Je sais. Ouais, après, bon, moi, je suis pas trop, c'est les trucs familiaux, etc. Mais il est dans la clinique du coureur aussi, et lui, il court avec des Altra, mais les Altra qui ont pas de semelle, quoi. Presque, tu vois, c'est les vraiment. Et donc quand je suis allé à la boutique, il m'a dit tu vas à telle boutique, etc. J'y vais et le gars de la boutique il m'a dit non mais si tu cours avec les chaussures de Laure Blanchet, il me dit c'est même pas la peine, c'est beaucoup trop minimaliste. Il m'a dit par contre effectivement l'escalade c'est un bon passage. Et il m'a dit un truc qui était intéressant, il m'a dit de toute façon le fait qu'il y ait moins de semelles va faire déjà que le pied ne va pas tourner sur l'extérieur, sur l'intérieur, etc. Et déjà il m'a dit ça va vraiment stabiliser tous les problèmes de tension qui se passent dans tout ce qui était tibia, mollet, etc. Et que j'avais par exemple sur... parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit sur les maximalistes, c'est que les grosses semelles, quand vous avez un pied qui est un peu comme le mien, un peu plat sur certains trucs, etc., mon pied avait une tendance à sortir vers l'extérieur en fait. Et donc ça provoquait des torsions qui étaient importantes. Et ce qui a provoqué d'ailleurs en partie mon histoire de périostite. Donc, lui m'a dit, je suis contre les semelles. Il me dit, dans ce cas-là, il me dit, on peut régler ça sans semelles. Il me dit, parce que les semelles vont provoquer d'autres problèmes. Il m'a dit, par contre, il me dit, il faut essayer ça, et on en reparle dans quelques temps. Voilà. Ça, c'est super intéressant, parce que souvent, quand on a des blessures au niveau de la partie basse du corps, donc les jambes, les genoux, les pieds, les chevilles, et qu'on va voir un médecin, puis un médecin du sport, puis après il nous envoie chez un podologue, les premières réactions en général c'est tu vas mettre des semelles. Et là tu nous dis que finalement c'est complètement contraire au minimalisme et c'est même contraire à la bonne récupération puisque on va contre notre réflexe naturel. Mais je vais te dire un truc, j'ai un gars au club qui court, qui a une bonne expérience de course et qui court en Oka. Et il court en Oka avec des semelles, etc. Et le dernier entraînement de l'an dernier, il me dit un truc, punaise, il me dit j'ai mal et tout. Il me dit avant j'avais telle ou telle douleur. Il me dit je suis passé au Oka. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre des Oka par rapport au... Et Laure Blanchet, il est anti-Oka au passage, donc... enfin, il dit, attention, ça provoque des vraies catastrophes. Chacun son avis, moi j'ai pas d'avis là-dessus, je les ai pas essayés. Et lui, il m'a dit, depuis que je suis passé sur Oka plus des semelles, il me dit, j'ai des nouvelles douleurs. Et il me dit, il y a une douleur, j'arrive pas à me débarrasser. Et je lui ai dit, écoute, ça vaudrait peut-être le coup pour toi que tu ailles voir quand même une étude de ta course, voir si finalement... tes semelles provoquent pas, en fait, un autre problème de course. Et on a eu une discussion ce jour-là avec plein de gens du club. Et il y a une fille qui m'a dit un truc, elle m'a dit, écoute, moi c'est simple, j'ai enlevé mes semelles. Et depuis que j'ai enlevé mes semelles, elle me dit, je cours mieux. Parce que j'ai mis du temps, etc. Mais me suis rendu compte qu'en mettant des chaussures plus minimalistes et pas de semelles, certaines douleurs avaient disparu et que j'étais finalement mieux que tout ce qu'on m'avait préconisé
Avant. Bon, donc c'est à noter, amis coureurs, amis triathlètes, si on vous préconise des semelles, enlevez les chaussures et partez en courant. Non, alors attention, moi je dis pas ça. Hein. Je dis à l'expérience, voici moi l'avis qu'on m'a donné. Je suis pas kiné. Et attention, parce qu'après ils vont me dire, hey, t'as raconté une connerie. Hein. Non, attention. Moi, voilà, comme. Donc Bertrand Soulier, hein, si vous cherchez le nom de la personne qui vous a balancé ça, c'est Bertrand Soulier. Ouais, voilà, c'est ça. Sur Bertrand Soulier partout, sur tous les réseaux sociaux. C'est facile à trouver. Le chanteur, c'est ça? Ouais, c'est vrai, il y a un chanteur, mais il chante plus maintenant. Pour revenir sur le conseil et les semelles, moi c'est quelque chose que j'ai failli avoir, hein, des semelles orthopédiques dans mes chaussures de course à pied. Et plutôt que ça, je suis parti sur du minimalisme pour essayer aussi à ce moment-là. En fait, je commençais la course à pied, puis je me cherchais un petit peu, puis j'étais ni vraiment pronateur, ni vraiment supinateur, mais pas non plus coureur universel. Enfin, tout le monde me trouvait quelque chose de particulier. Et finalement, j'ai dit ouais, mais bon, j'ai des pieds comme tout le monde, et puis ils sont faits pour courir comme les pieds de n'importe qui ou presque. Et donc du coup, voilà, le minimalisme, j'ai voulu tenter le coup. Moi, j'ai commencé avec des chaussures qui étaient des chaussures d'après la clinique du coureur à peu près 70% de minimalisme. Donc c'était quand même déjà un gros gap. Et puis j'ai commencé à être très progressif dans les distances. Puis ensuite, j'ai eu les ASICS Piranha, mais qui malheureusement ne sont plus faites maintenant, mais que j'ai utilisé aussi bien sur des marathons de triathlon que de la course à pied de 10 km, qui a un indice de 88%, donc qui est quand même assez minimaliste. Donc 88%. Ouais, mais les Belges m'auront parfaitement compris en plus. Tout à fait. Non, mais les Belges, les Suisses, mais bon. En Auvergne, on comprend rien à ces chiffres, hein. Moi je vous le dis. Et enfin bref, c'est des chaussures qui sont très minimalistes. Et puis en fait mes petits enquiquinements en termes de blessures de course à pied que j'avais avant, qui pouvaient être des périostites ou d'autres douleurs au niveau du genou, eh bien ont complètement disparu avec le minimalisme. Donc moi je pense que au moment où on a des problèmes récurrents de blessures en course à pied, il y a plein de pistes à évaluer et puis à considérer. Et je pense que le minimalisme en est clairement une. Ouais. Et moi, je vois au club une fille qui court qui a des périostites, mais qui en fait 2-3 dans l'année, en fait, hein. Dès qu'elle court, elle fait une périostite. Et je l'ai regardée courir, elle est totalement assise quand elle court, etc. Et on m'a dit que ça fait partie aussi, notamment le minimalisme peut aider justement à éviter ce genre de position. Le kiné m'a dit, de toute façon, il m'a dit, quand on court assis, dès qu'on veut accélérer, faire des distances, ça tire vraiment beaucoup dans le corps, en fait. Donc, et elle fait énormément de périostite. Et au bout d'un moment, quand même, je lui dis, va faire une étude de ta foulée, va demander l'avis de quelqu'un pour voir si tu peux pas, en partie corriger ça. Et alors, il donnerait une solution, mais peut-être que ça vaut le coup aussi. Tu t'étudies si tes chaussures finalement sont adaptées à ton pied, tout simplement, si peut-être ton pied a besoin de quelque chose qui soit un peu différent, quoi. Mais je pense avec le minimalisme, il y a des choses qui vont se faire tout à fait naturellement. En fait, tu parlais tout à l'heure, Bertrand, des ASICS que tu avais à l'époque et puis qui avaient plein de technologies dedans. Alors moi, je suis allé sur Google et j'ai tapé ASICS technologie et j'arrive sur une page où ASICS présente fièrement tous les brevets qu'ils intègrent à leurs chaussures de course à pied. Et là, je compte pour les chaussures de course à pied 15 brevets et technologies différentes entre le maintien du talon, l'amorti, la semelle dynamique, des termes que je comprends même pas, le fluid fit qui permet de répartir l'impact sur l'ensemble de l'arrière-pied. Enfin bref, il y a plein de trucs et il y a 15 technologies qui sont intégrées dans ces chaussures. Ces 15 technologies peuvent chacune d'elles induire une posture ou une attaque du pied ou un positionnement du corps qui est incorrect par rapport à une course naturelle. Et donc du coup, je pense que mettre des chaussures minimalistes ou alors partir courir pieds nus dans l'herbe, comme on l'a dit au tout début de ce podcast, eh bien naturellement le corps il va prendre une position qui sera agréable à courir au naturel et puis qui sera beaucoup plus logique en termes de biomécanique que lorsqu'on a ces chaussures avec toutes ces technologies. Ouais, dedans. mais tu vois, je viens de regarder mes ASICS, c'était des Nimbus. Elles ont un coefficient minimaliste de 18% seulement. Et en fait, je regarde, elles ont tous les défauts mais je comprends pourquoi j'ai l'impression de courir avec des sabots. Forte résistance à la déformation.
Voilà, donc elles se déforment pas, elles se plient pas, elles ne se tordent pas, elles sont faites pour vraiment amener le pied à se poser d'une manière. Et si le corps, et en fait, et c'est ça, je me suis rendu compte, hein, c'est que si ton pied se pose d'une manière qui est pas naturelle, c'est le reste du corps qui va devoir s'adapter à tout ça, quoi. Et donc la torsion va se faire ailleurs. Si le pied fait pas la torsion, alors qu'il devrait la faire, et ben finalement c'est le genou. Moi, un jour, un ostéo m'a dit, mais vous êtes tordu. Et je dis, ah bon? Il m'a dit, bah ouais, il me dit, vous êtes tordu d'un côté, faut vous détordre de l'autre. Oh, je dis, mais je m'en rendais pas compte. Il me dit, oui, non, mais il me dit, vos positions de course probablement font que votre corps va essayer de compenser certaines choses. Et effectivement, si la chaussure l'empêche, je pense que c'est le corps qui le fait, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un double problème, en fait. Il y a déjà effectivement la chaussure qui va conditionner pas mal de choses. Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça aussi que ça s'est passé pour moi, notamment quand je suis venu au minimalisme, c'est la technique de course. J'ai l'impression que dans beaucoup de sports on fait pas mal gaffe à la technique, hein. On apprend à faire le sport correctement, que la course à pied est un sport qui paraît beaucoup plus intuitif, et donc on s'attarde un peu moins, on se renseigne un peu moins, j'ai l'impression, sur la façon de courir correctement. Et du coup, ça crée aussi, quand on balance les bras, ils se balancent pas correctement, et toute une série de choses comme ça. C'est vrai que moi, quand je suis passé au minimalisme, par la force des choses, j'étais obligé de m'intéresser en fait un peu plus à la technique. Déjà, comme je disais, j'avais eu aussi une blessure, et donc j'essayais de comprendre pourquoi j'avais eu cette blessure. Et c'est comme ça que moi, tout d'un coup, je me suis mis à courir, avoir une foulée correcte, attaquer, bien avoir les bras parallèles, avoir les jambes, faire des foulées elliptiques, etc. Mais voilà, donc il y a de la chaussure, mais j'ai l'impression qu'aussi la technique peut aussi pas mal jouer en fait dans le fait qu'on se blesse. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je suis entièrement d'accord. Et en fait, moi je cours en club et on fait pas assez de gamme. Et l'autre jour, c'est une discussion qu'on a eue en fait. Et parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de gamme, ou en tout cas que moi on m'apprend pas à faire les gammes. Et alors que pourtant ça joue beaucoup. Et l'an dernier, on a fait une séance avec un entraîneur des jeunes en fait, où aux jeunes justement ils leur apprennent à courir, toutes les techniques, etc. Et il nous a fait faire des exercices avec des bornes, des trucs comme ça. Et vraiment qui était super intéressant, parce que tu te rends compte justement que la dynamique qu'il faut mettre dans le pied, la propulsion et tout un tas d'éléments comme ça. Et effectivement, et ce que tu dis, moi c'est clair. J'ai pas appris du tout à courir, et j'avais fait aussi une séance avec chez Altra, ils ont un vendeur qui est pour la France, qui est un ancien très très haut niveau, hein, qui a fait l'INSEP, etc. Et il nous a fait faire des gammes, mais avec les mouvements de bras en fait aussi, en disant voici comment il faudrait mettre les bras, comment il faut lever les genoux, la vitesse, etc. Et j'ai regardé, j'ai dit mais pourquoi on m'a jamais appris à faire ça, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, et on m'avait dit, et toi, c'est une autre manière de venir au minimalisme, Hermano, tu parlais au début, on m'avait dit, tu pourrais faire juste le début de la séance, en fait, avec les minimalistes, juste pour faire les gammes, etc., l'échauffement, et puis les gammes, pour sentir le mouvement que tu devrais avoir normalement avec des chaussures minimalistes, et ensuite passer sur des chaussures tes chaussures normales, le temps de faire la transition. Et il m'avait donné ce conseil-là, et puis d'autres personnes m'ont donné ce conseil-là, et je l'ai appliqué aussi un tout petit peu au départ, même si ça me gavait de changer de chaussures, et puis quand je pars pour faire ma sortie longue, je vais pas changer de chaussures, mais sur les séances d'entraînement, j'avais essayé ça, et c'est vrai que c'est pas mal non plus aussi pour dire peux pas tout de suite passer, mais je suis d'accord avec toi, Thomas, vraiment. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à courir, ou qu'on ait quelqu'un qui nous donne des conseils en fait pour mieux courir. Normalement, quand on est en club ou quand on est accompagné par un entraîneur, on est censé travailler ses gammes, donc gamme, technique de course, appelez ça comme vous voulez, et je sais que mon entraîneur en tout cas est un fervent défenseur de ça, non seulement du stretching, donc de l'étirement, mais aussi des gammes, de la technique de course, et en tout cas aux athlètes qu'il suit, qu'il entraîne, il leur met systématiquement en plein milieu ou à la fin de chaque séance 5, 10, 15 minutes de technique de course, où l'objectif ça va être d'aller griffer, talons-fesses, lever de genoux, etc. Par contre, là où je vous rejoins, c'est pas parce qu'on vous demande de le faire, quand vous demandez conseil à quelqu'un et que vous suivez le conseil, que vous allez le faire correctement.
C'est pareil en natation, c'est pareil en vélo, c'est pareil dans tous les sports, même je pense, dans la vie en général. On va peut-être vous dire, bah écoute, fais 5 minutes de technique de course où tu vas apprendre à griffer par terre, ok, mais vous pourrez le faire 10 millions de fois. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous le montre correctement, voire même qui est à côté de vous pour vous dire, ok, c'est pas mal, mais il faut corriger ici ou là, ça va pas servir à grand chose. Ouais. Et moi, l'an dernier, j'avais lu un livre, je sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Light Fit Running, courir léger, là. Et il y a plein de trucs sur la technique, la poulaine, etc., comment il faut mettre le pied, etc. Et je pense qu'en fait, le seul moyen d'appliquer le livre, c'est de faire un stage avec quelqu'un qui regarde et qui dit ah non, il faudrait faire ça ou ça ou ça ou ça parce que c'est compliqué de s'observer aussi, hein, je pense. Mais j'ai lu plein de trucs là-dessus et nous au club, en fait, pour tout dire, ils en sont pas des grands défenseurs des gammes en fait. Mais par contre, on fait beaucoup d'entraînement côte et on fait beaucoup de cross avec des montées d'escalier, des pentes très raides, et en fait, ça fait travailler aussi cette griffe, etc. Ça fait travailler plein de trucs dans le genre là aussi. En fait, c'est juste qu'on le fait un peu différemment. Alors moi je te rejoins Bertrand dans le sens où les livres, moi je suis un grand consommateur de livres pour l'entraînement sportif et plein de sujets particuliers, mais en l'occurrence là on est vraiment dans un domaine où comme le disait Hermano, s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit en live au bord de la piste tu fais ça n'importe comment mais arrête de faire ça parce que ça va être encore pire que si tu fais rien, et ben tu vas pas t'améliorer, tu vas perdre du temps en fait tout simplement. Ouais. Là c'est vraiment la plus-value d'avoir un coach idéalement sur le bord de la piste ou alors vraiment si c'est pas possible eh bien de se filmer en train de faire ses exercices et puis de lui donner les vidéos pour lui montrer ce qu'on fait et puis que lui avec son œil expert puisse dire bah ça c'est juste, ça c'est faux. Mais là dans un livre, enfin je vois pas la pertinence de faire ça comme ça. Et puis on parle de technique de course, mais ça c'est vrai pour tout le monde. Enfin on parle de minimalisme dans ce podcast. Là on dévie un petit peu du sujet en parlant de technique de course et puis d'économie de course. Mais quelle que soit sa technique de course, je pense que l'école de course, le gainage, le stretching, toutes ces choses-là, ça fait partie aussi de la course à pied et puis de l'augmentation de la performance et ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet d'un podcast à l'avenir, mais il y a tellement de choses à dire sur l'économie de course et puis sur la technique de course. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans le minimalisme, ça pardonne moins. Je pense qu'on peut se permettre beaucoup plus d'écarts sur des chaussures plus classiques et que le minimalisme impose de maîtriser un peu plus cette technique parce qu'elle fait pas de cadeau. Si on court sur l'arrière du pied, ben forcément ça va poser de gros problèmes. Oui, ça c'est sûr. Et je pense que le minimalisme a ceci d'avantageux par rapport aux autres chaussures, c'est que cette technique, elle sera plus facile à acquérir parce que le mouvement sera plus naturel en minimaliste que d'aller poser l'avant du pied avec une chaussure qui a un drop de 15 mm parce que la chaussure qui a un drop de 15 mm, dedans on a le pied qui est déjà en pente quand on le pose à plat. Donc ça veut dire que si on veut aller taper l'avant du pied, c'est comme si on était dans une pente de 40%. Donc du coup, ça va être très très compliqué d'aller poser cet avant du pied. Et donc le minimalisme va permettre de faciliter en fait la réalisation de ces exercices. Mais pour autant, c'est des exercices que tout le monde doit faire et pas seulement les coureurs minimalistes. Alors ça tombe bien que tu reparles de l'avant du pied parce que malgré tout, vous avez pas répondu à ma question, ma toute première question ou ma deuxième, c'est-à-dire quelle est la différence ou quels sont les points communs entre le minimalisme, la foulée médio-pied et la foulée avant-pied? Ceux qui ont suivi jusqu'ici, normalement, ils devraient le savoir, ils devraient avoir compris, mais bon, quand même, pour préciser. Mais en fait, je pense pas qu'il y a le minimalisme, l'avant-pied et le médio-pied. En fait, je pense que le minimalisme, lui, va t'inciter, c'est ce qu'on disait au tout début du podcast, va t'inciter à faire un appui du pied en avant du pied ou alors en médio-pied. Mais si t'attaques talon avec des chaussures minimalistes, tu vas très très vite avoir mal. Donc de toute façon, tu vas éviter cette attaque-là. Et puis après, la différence, c'est que avec une attaque avant-pied, c'est vraiment les orteils et la partie juste avant du pied qui va poser, qui va toucher le sol. Et puis dans tout le déroulement du pied, en fait, il y a que cette partie-là du pied qui va rester au sol. Et puis il y a des gens comme moi qui, même en minimaliste, attaquent médio-pied. Ça veut dire que on va poser le pied presque à plat, mais en fait, il va pas y avoir d'impact sur le talon. Mais par contre, j'ai quasiment toute la voûte plantaire qui va appuyer sur le sol. Et puis qui, à la fin du déroulé, il y aura plus que les orteils qui vont être sur le sol. Et puis pour finir la propulsion de chaque foulée. Mais les deux sont,
peuvent être utilisés en minimalisme. Bon, et du coup, Thomas, toi, tu nous as pas parlé de ta transition. Bertrand, on a bien parlé. Toi, tu l'avais un peu abordé au début du podcast, mais est-ce que tu peux revenir sur pourquoi tu as changé, qu'est-ce que tu as dû faire pour changer, et puis combien de temps ça t'a pris? Alors moi en fait j'avais commencé à courir en 2012 et j'ai attaqué assez vite un 20 km et au bout de la même année j'ai refait un deuxième 20 km vers novembre et malheureusement je me suis blessé dans la foulée, donc un syndrome de Dans la l'essuie-glace. foulée, c'est bien trouvé. Quoi. Pas mal. Et bêtement, hein, j'étais juste en train de grimper les escaliers, et puis tout d'un coup, boum, douleur au genou, et puis plus moyen d'avancer. Et il se passe que, à ce moment-là, j'ai été voir des médecins, etc., et personne n'a su me dire ce que j'avais. Alors, est-ce que je me suis mal exprimé? J'en sais rien. Mais toujours est-il que pendant 4 mois, j'ai plus pu courir. Et donc, je me suis dit, puisque personne peut m'aider, je vais me débrouiller par moi-même. Et voilà, c'est comme beaucoup qui se blessent, s'intéressent du coup au minimalisme. On tombe assez vite sur des discussions barefoot, minimalisme et ce genre de choses. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi j'adore marcher pieds nus, c'est un truc que j'adore. Si c'est possible en plus de marcher pieds nus, en tout cas avec des chaussures minimes aussi, voilà, banco, on y va. Mais bon, comme je vous disais, moi j'ai commencé du coup à poser des questions au corps médical autour de moi. Et bon, je sais pas si les mentalités ont sûrement évolué depuis, mais en tout cas en 2012, elles étaient très très négatives, très prudentes en tout cas vis-à-vis de ce type de chaussures. Et donc voilà, moi tout le corps médical que j'ai pu rencontrer, et même des sportifs, des triathlètes, etc., me disaient attention, allez, fais peut-être 1 ou 2 kilomètres, mais 5 ou 10, c'est déjà beaucoup de trop. Et voilà, moi ça a commencé à cogiter dans ce sens-là à ce moment-là. J'ai commencé à me renseigner. Bon, finalement, en nageant et en faisant un peu de vélo, ma blessure s'est résolue, mais la démarche était initiée. C'est comme ça que je suis tombé sur ce bouquin Born to Run, que j'ai vu le documentaire sur Arte dont je vous parlais. Et puis en fait donc je faisais un trail en 2014, donc 2 ans plus tard, et là c'est vraiment le truc qui m'a scotché. Il y a un gars qui est parti pieds nus devant moi, donc non seulement en fait il est parti pieds nus, mais en plus il m'a laissé sur place alors que lui partait pieds nus en pleine nature. Parce que tu cherchais encore tes chaussures. Voilà, ça doit être ça. Et mais franchement ça m'a vraiment scotché. Je me suis dit, donc c'est que c'est vraiment possible, quoi. Je me suis dit, bon, allez, tant pis, maintenant, j'ai vraiment envie d'y aller. Et 2 mois plus tard, j'achetais des Vibram, qui sont plus mes chaussures actuelles, mais donc, mais j'avais pas été par 4 chemins. Non, voilà, voilà, direct. Mais en me disant, voilà, j'avais déjà été bien sensibilisé à la transition, hein, et j'avais aussi eu le réflexe de prendre, j'avais pas pris les Vibram Five Fingers de base, les classiques avec la semelle ultra fine. Ils avaient sorti un modèle avec une semelle un peu plus épaisse, d'ailleurs qu'ils appelaient Trek, qui est un modèle qui n'existe plus maintenant, mais donc la semelle était un peu plus épaisse. Et donc j'ai commencé en fait à les utiliser, mais de manière assez ponctuelle, hein. Je crois que je m'étais dit, allez, 1 fois par mois, je fais une sortie avec ces chaussures, et c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à la fin de l'année 2014. Et sachant qu'en même temps, je vous disais, j'avais été mal diagnostiqué au niveau d'une paire de chaussures de running maximaliste que j'avais acheté, et du coup, je les avais usées vraiment super rapidement. Bon, ça m'a pas empêché de racheter des maximalistes derrière, mais du coup, j'ai commencé quand même tout doucement à utiliser de manière plus intensive mes chaussures minimalistes. Mais voilà, je crois que j'ai fait 600 bornes en minimaliste sur 2 ans. Donc il a quand même fallu, j'ai pas fait énormément de kilomètres en minimaliste pendant ces 2 années-là. C'est vraiment à partir, en fait, en 2017, j'ai fait un marathon, et après je me suis dit bon, j'avais plus vraiment de défi
j'avais plus vraiment de défis à faire et je me suis dit bon allez, c'est le bon moment maintenant pour te lancer avec les chaussures minimalistes. Et voilà, et en fait donc depuis 2017 j'ai usé mes Vibram jusque 500-600 km et j'ai ici racheté une deuxième paire qui sont des Merrell Vapor Glove 4 qui sont en fait des chaussures qui sur la clinique coureur. Là on passe à du 96% en matière de minimalisme et donc là on a vraiment une semelle ultra fine. La chaussure vous pouvez la plier en deux. Enfin voilà, là c'est super léger. C'est vraiment quand vous allez courir avec ça, c'est vraiment génial. Vous ressentez toutes les sensations qui sont possibles, vraiment comme si vous étiez à pieds nus. 164 grammes. Ouais, enfin on les sent pas. Sincèrement, c'est assez dingue. On pouvait les emporter partout. Hein. C'est vrai que c'est un truc bête, mais je les ai mis dans mon sac en mode clandestin. Parce que madame est jamais super heureuse quand je lui dis que je prends mes affaires de course à pied en vacances, donc je l'ai fait discrète et donc voilà, un avantage de plus pour les chaussures minimalistes, c'est que c'est super discret dans la valise, c'est très léger, donc ça se sent pas non plus, et donc voilà, ça a vraiment depuis on se disait en début de podcast, est-ce qu'on viendra en arrière? Clairement non. Avec toutes les sensations que je peux ressentir avec ces chaussures-là et tout ce que ça m'a amené. On parlait de technique, sincèrement, moi je me suis beaucoup plus concentré là-dessus et je me suis vraiment pas mal amélioré de ce côté-là. Mais donc voilà, et pour là aussi la petite anecdote, je pense comme souvent quand on débute. Je vous avais dit que j'avais fait les 20 premiers, j'avais fait un 20 km. J'avais eu la bonne idée de choisir mes chaussures de tennis qui avaient 10 ans d'âge. Et donc, quand je me suis pointé dans le magasin de chaussures spécialisées, évidemment, il a bien rigolé en me disant, vous me refaites plus jamais ça. Donc, évidemment, toujours bien changer de chaussures et bien choisir et pas, si vous sentez que la chaussure surtout dans le cas de maximaliste n'a plus d'effet, toujours bien changer. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à la transition. Et donc tu nous as dit que toi tu reviendrais absolument pas en arrière sur des chaussures maximalistes ou sur une foulée. Je sais pas si on peut parler de foulée, mais en tout cas sur un mode de course maximaliste. Et toi, Bertrand? Moi, je vois pas comment je repartir en arrière, voilà. Alors moi, en fait, je cours avec deux modèles différents, c'est-à-dire je cours avec mes Altra Escalante, alors qui sont un modèle racer, hein. Donc coefficient 76% grosso modo, et je cours avec mes Five Fingers Trail, hein, que je mets pour le trail, et je crois qu'elles sont à 96 et quelques %, et contrairement à ce que tu dis, au fur et à mesure on arrive à les mettre de plus en plus vite, et maintenant je les mets du premier coup. Je suis surpris d'ailleurs, parce que alors la première fois j'ai dit je vais jamais arriver à les mettre, j'avais toujours les deux orteils qui allaient pas dans les bons trous là, et ben maintenant je les mets du premier coup, en 3 secondes elles sont enfilées, comme quoi mes orteils ont compris dans quel sens fallait les mettre. J'ai essayé, j'ai fait un échauffement la semaine dernière avec mes taurines qui sont plus maximalistes. Je suis pas très à l'aise, voilà. Je vais le dire comme ça, je suis pas extrêmement à l'aise. J'aime bien mes petites chaussures légères, etc. Et je suis presque en train de me poser la question si je pourrais pas me trouver des Merrell, mais plutôt pour faire des séances type piste et quoi que ce soit, en complément de mes escalantes, de mes Altra, mais que j'aime d'amour, hein, mes Altra escalantes. Et j'ai acheté en plus le modèle Paris, etc. Marathon de Paris, donc c'est en souvenir de mon premier marathon. Donc je suis pas prêt de les mettre à la benne, mais elles ont un bon coefficient, donc sachant que le coefficient de 100%, hein, je sais pas si on l'a pas dit, mais c'est le pied nu. Hein, voilà, faut le préciser, hein, parce qu'on parle de ça, mais finalement on n'a pas dit à quoi ça correspondait, hein, les mesures, comment c'était calculé. Mais pieds nus c'est 100%, donc quand les Merrell c'est à 96, 98,
etc. Et ouais, moi 76, je suis pas mal. Enfin voilà, entre ces deux paires, j'aime bien passer de l'une à l'autre, mais par contre revenir à d'autres trucs, je pense pas que pour l'instant, je vois pas comment je pourrais faire. Alors moi je m'inscris en faux parce que sur la clinique du coureur, il y a des chaussures 100%. Oui. Alors il y a des tongs, c'est 100%. Ouais, les sandales, ouais. Sandales, ouais. Et il y a certains modèles de Five Fingers aussi avec des semelles super fines Ouais. qui sont à 100%. Les fitness, je crois, sont à 100%, les très très fines. Moi, j'ai un modèle trail et je crois qu'il est à 96 ou 98%. Et pour vous donner une anecdote, parce que j'avais ça dans mes archives, donc je viens de le ressortir. Un jour, je m'étais posé la question de savoir comment le grand Kilian Jornet courait et s'il courait minimaliste ou pas. Et en fait, son partenaire officiel, vous savez, c'est Salomon. Salomon, c'est 50% le minimalisme, le coefficient sur les modèles de trail, donc c'est pas très très minimaliste. Mais par contre, il avait fait certaines courses avec des chaussures. C'est des véritables chaussons. En 2018, il a fait des trucs. Il y a à peine une semelle, il y a 1 mm ou 2 de semelle, etc. Et il a même fait des grosses courses avec ça. Donc ça veut dire je pense qu'il doit s'amuser aussi de temps en temps, et il doit aussi trouver quelque chose. Et je m'étais intéressé parce que je m'étais demandé comment les coureurs de très haut niveau couraient plus ou moins minimaliste ou pas, etc. Et j'ai vu des études comme quoi finalement il n'y a pas de règle. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui courent avec des chaussures. Il y a des très bons coureurs avec des chaussures maximalistes et des très bons minimalistes. Et parce qu'en fait, il y a autre chose que les chaussures qui font qu'on court vite. Ouais, et puis il y a eu des études qui ont été faites sur l'économie de course et notamment la consommation d'oxygène, parce que je me souviens au début que Blaise Dubois prétendait qu'il y avait une économie de course qui était meilleure en minimalisme, et puis finalement des études indépendantes ont démontré qu'il n'y avait pas forcément de consommation d'oxygène moindre ou supérieure en minimalisme, mais que c'était vraiment lié à la morphologie de chacun et puis à la technique de course propre à chacun, et que voilà, minimalisme ou pas, il n'y a pas forcément de meilleure efficacité ou non, mais simplement c'est le ressenti du coureur, et puis certaines personnes seront plus à l'aise en minimalisme, d'autres pas, et puis c'est ça qui va faire la performance. Ouais, puis moi je confirme sur les blessures. J'avais participé ici à Luxembourg il y a quelques temps à une étude du centre de médecine sportive qui participe à des études sportives et des études médicales, et cette étude portait sur la prépondérance des blessures pour les coureurs suivant l'épaisseur des semelles qu'ils utilisent. Donc ils nous ont fourni des chaussures, on savait pas dans quel lot on était, toutes les chaussures étaient pareilles, la seule chose qui changeait c'était la pointure, et ils ont déduit de cette étude que quelle que soit l'épaisseur de la chaussure, quand on reste avec une chaussure avec laquelle on a l'habitude de courir, donc plus ou moins minimaliste suivant vos habitudes, eh bien il y a très peu de survenue de blessures. Par contre, quand sur certains patients, certaines personnes qui ont fait des tests, ils leur ont donné des chaussures qui étaient complètement aux antipodes de leurs habitudes. Par exemple, ils ont donné une paire de chaussures minimalistes à quelqu'un qui a toujours couru en maximaliste. Là, on avait des apparitions de blessures. Ce qui me semble normal. Ça revient sur ce qu'on dit depuis le début de cet épisode. Le minimalisme, c'est un choix que chacun peut faire quand il décide de réorienter sa technique de course à pied, mais surtout, et on pourra le dire en conclusion de cet épisode, surtout, prenez le temps de faire cette transition de manière progressive. On l'a dit au cours de cet épisode, en choisissant des chaussures qui sont de plus en plus minimalistes. Mais allez regarder l'index de la clinique du coureur. Je pense que c'est quand même la référence sur Internet par rapport au choix de ces chaussures. Prenez pas tout de suite des chaussures qui ont un indice extrêmement élevé et proche des 80, 90 ou 100%. Mais choisissez d'abord des chaussures intermédiaires pour commencer votre transition. Faites des distances qui vont progressivement de 1, 2, 3 km, quitte à prendre votre ancienne paire de course à pied pour finir votre sortie avec les chaussures traditionnelles que vous utilisiez au début. Et puis pareil avec la surface du terrain, si vous avez très très peu de semelles, ne passez pas directement sur des chemins de trail où vous avez des cailloux, parce que vous allez vous faire très mal et puis ça va vous dégoûter de la transition vers le minimalisme. Donc vraiment de la patience, et puis accepter de réapprendre à courir. Je pense que ça c'est valable pas que pour le minimalisme, pour la course à pied, enfin pour tous les sports en général, et on l'a déjà dit avec le doc de
Denis Boucher. Il faut s'armer de patience et quelle que soit la transition ou le changement qu'on veut insuffler dans sa vie ou dans son mode de vie, il faut y aller avec patience et parcimonie. Exactement. Mais là, c'est encore plus important dans le sens où la personne a l'habitude de courir 15 km, a l'habitude de courir 20 km ou même plus. Mais c'est frustrant de devoir se dire, bah, maintenant, je dois me relimiter à 1-2 km. Et vraiment, il faut avoir la patience de le faire et il faut le faire correctement, sinon on va droit dans le mur et c'est dommage. Bon, t'as dit que c'était en conclusion, tu voulais dire ça. C'est déjà la conclusion de notre épisode ? Alors malheureusement, je crois qu'on va arriver un peu au bout de l'épisode. Alors on a encore tous probablement plein de trucs chouettes à dire sur le minimalisme, mais je pense que l'essentiel du message qu'on pouvait faire passer et de l'expérience que chacun des participants avait à partager a été échangé dans cet épisode, qui est quand même, quand je vois le petit compteur sur mon écran, probablement le plus long de cette saison du podcast, Hermano. Ouais, on va faire quelques montages, on va couper quelques petites choses. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était un bon épisode ? Oui, pardon, ouais, je pensais que Thomas allait parler. Ouais, c'était un très bon épisode. Si moi j'ai une conclusion quand même, c'est que je me suis rendu compte avec le minimalisme que tout ce qui était économie de course, musculation, gainage, le haut du corps, etc., on devait le travailler aussi, peut-être ça imposait de le revoir, hein. Je sais pas ce qu'en pense Thomas, je sais pas si tu t'es rendu compte de certaines choses, et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je me suis l'histoire par exemple, on m'avait dit oui mais on court avec les bras, ça allège le corps, etc. Tous ces trucs là que je comprenais pas. Et j'ai appris à les comprendre. donc j'ai eu l'autre jour une discussion, on m'a dit écoute, si tu veux travaille ton économie de course et travaille aussi la musculation du haut du corps, le gainage, ouais, tous ces renforcements là, etc. Et je crois que pour moi, ça passait par ce minimalisme-là. Et peut-être que c'est pas la solution pour tout le monde, mais pour moi, c'est ce que ça m'a permis de découvrir aussi. Que le corps, en fait, c'est du bout de l'orteil jusqu'au sommet du crâne et qu'on court avec tout son corps, en fait, et pas seulement avec ses jambes ou ses pieds. Oui, complètement, hein, je te rejoins là-dessus aussi. Effectivement, j'en parlais, je pense, un peu plus tôt. C'est que clairement, moi, j'ai découvert toute la technique nécessaire pour bien courir. Qu'avant je me rendais pas exactement compte, donc oui, clairement. Ouais, je confirme sur l'aspect musculature globale que quand on essaye de changer, de passer d'un mode de foulée à un autre, on a tendance à découvrir des muscles ou des parties de son corps qu'on ignorait complètement. Mais toi, t'en es où, Hermano, toi, de ton passage au minimalisme, au médio-pied, etc. Allô, ça ne marche plus, je ne vous entends plus, allô. Ouais, c'est ça, parce que finalement, tu nous as pas trop dit là-dessus, mais j'ai cru que t'avais pas fait des essais ou... Si, alors j'ai fait des essais et je suis passé aussi, je dirais pas au minimalisme, mais je tends à modifier ma foulée et mon appui et donc ma chaussure, j'ai changé de chaussure aussi, suite à quelques blessures. Et ce qui est marrant, comme vous l'avez dit, c'est que j'ai peut-être été un peu trop vite et du coup, c'est le fait d'avoir changé cette foulée qui m'a généré pas mal de blessures au niveau des mollets et au niveau du tendon d'Achille. J'ai eu la chance malgré tout d'avoir un kiné qui est aussi un très bon ami et un ancien coureur d'athlétisme de sprint, donc qui connaît quand même relativement bien la biomécanique du corps, qui est venu me voir courir. On avait prévu de faire une séance d'1 heure ensemble et au bout de 3 minutes il m'a dit c'est bon, t'arrêtes, c'est pas la peine de finir ton tour, tu viens là, t'enlèves tes chaussures et on va apprendre à courir. Attends, moi ça fait 25 ans que je cours, non, tu ne sais pas courir, donc on va tout casser et on va tout recommencer. Et depuis, ça va beaucoup mieux. C'est dur à mettre en place, effectivement, quand je regarde, alors je suis pas trop cardio et autres, et je devrais pas dire ça sur un podcast de Nakan, mais je cours malgré tout avec ma montre en ce moment, et là où avant je faisais 10 km en 40-42 minutes sans me sentir fatigué, là en essayant de changer ma foulée, c'est beaucoup plus dur. Ça demande beaucoup plus d'attention et forcément, on va beaucoup plus lentement pour essayer de faire un geste propre. C'est cette fameuse phase de transition, hein, et voilà, tu réapprends à courir. Donc, quand on apprend à courir, on va pas vite. Donc, voilà. Mais c'est la dure réalité de la transition vers le minimalisme. Et j'ai connu ça. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire cette transition assez rapidement après que j'ai commencé la course à pied. C'est-à-dire que j'avais 2 ou 3 saisons de course à pied seulement derrière moi, et encore, c'était vraiment pas des saisons extraordinairement appuyées. Donc, mes meilleures performances en course à pied, je les ai toujours faites après ma transition. Mais voilà, on réapprend à courir et ça peut être frustrant pour quelqu'un qui, comme toi, court depuis de très nombreuses années
avec des temps de référence et qu'on voit que c'est plus difficile à atteindre maintenant pendant cette phase-là. Mais je suis confiant que d'ici une année et demie, tu vas retrouver ton même niveau avec beaucoup plus de plaisir, avec beaucoup plus de facilité à exécuter le mouvement que tu recherches et puis avec des performances identiques. Bah, j'en doute pas non plus. Et puis au pire, je pourrais toujours me rattraper sur la natation et sur le vélo. Exactement. L'avantage du triathlon. C'est ça, exactement. Mais est-ce que tu nages minimaliste? Parce que finalement, c'est ça, moi, le truc qui me pose question, c'est... Ah, moi, je nage minimaliste. J'ai toujours nagé minimaliste. Ça J'ai veut dire, toujours en été gros, la que tu risée de nages mes tout camarades. nu, quoi. Pas loin. Mais j'ai toujours été la risée de mes camarades Alors... parce que j'arbore fièrement ce fameux moule bite, l'expression. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on nage, en fait. Ouais. Bah, moi, je nage presque minimaliste, mais quand même à peu près à 90%, quoi. Enfin, on se comprend. Ouais. Bon, bah, messieurs, je pense que avant de clôturer cet épisode, vous avez déjà fait une belle conclusion. Vous allez peut-être pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut continuer l'échange avec vous, si on veut avoir un peu plus de précision ou si tout simplement on veut vous suivre parce que vous êtes vous aussi actif sur Internet. Tout à fait. Alors de mon côté, vous pouvez me retrouver sur www.thomasdubois.net où vous retrouverez aussi bien les activités effectivement par rapport à mon podcast sur la course à pied et aussi mon métier, mon autre casquette qui n'a évidemment rien à voir où là je suis intégrateur web et donc voilà, je parle un peu des deux mondes. Est-ce que tu intègres minimaliste? J'essaye. C'est important parce que sinon c'est important d'intégrer minimaliste, ouais. Tout à fait. Et toi, Bertrand? Alors moi, le plus simple, je vais pas te donner toutes les adresses. Bertrand Soulier sur tous les réseaux sociaux, tout attaché, @Bertrand Soulier sur Instagram, Twitter et partout. Mon site, mon blog perso, c'est bertrandsoulier.com et pour parler running, j'ai un podcast running qui s'appelle Kilomètre 42, enfin KM42 et qu'on retrouve facilement km42.run, le site directement, il y a tous les épisodes et puis tous les liens comme ça vers l'ensemble et puis j'ai d'autres trucs mais vous le trouverez par ce biais-là parce que sinon la liste est trop longue, hein. Bah, il y a des auditeurs, Greg, souviens-toi, il y a des auditeurs qui nous ont dit qu'ils étaient un peu frustrés parce qu'ils nous entendaient que tous les 15 jours. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et si vous voulez entendre des voix plus souvent, bah vous pouvez aller faire un tour du côté du podcast de Bertrand. Lui, il en fait un tous les jours de la semaine. Ah ouais, là il y a de quoi écouter et puis pour les personnes qui recherchent tout ça, bah les liens sont dans le descriptif de cet épisode sur podcast.nakan.ch et puis là vous retrouvez tous les liens vers Thomas et vers Bertrand par rapport à leur site web et à leurs activités podcastiques respectives. Ouais, et puis on mettra tous les rappels de ce dont on a parlé aujourd'hui, les marques de chaussures, l'adresse pour rechercher sur la clinique du coureur l'indice de minimalisme, les quelques conseils qui vous ont été donnés, y compris les pas bons de Bertrand. Et puis tiens Bertrand, en visitant la clinique du coureur, j'ai vu aussi qu'il y avait des petites chaussures minimalistes pour les petits enfants. Donc pour ta petite Camille, ça peut être pas mal ça. Oui, mais alors tu sais que le débat, ce qui est très marrant, c'est que nous à la crèche, nous on dit il faut la faire marcher pieds nus, etc. et autres. Et les personnes qui trouvent que marcher pieds nus c'est pas bien, et les grands-parents, hein, grosso modo, disent mais il faut lui mettre des chaussures, et en fait non, on nous a toujours dit, votre bébé, pour apprendre à marcher, pour qu'elle apprenne à marcher plus facilement, etc., il faut la laisser pieds nus, et nous, elle adore être pieds nus, sincèrement, et c'est, je sais pas après comment elle va courir, etc., mais c'est, ça faisait partie des petites anecdotes aussi comme ça, tout à l'heure on parlait des enfants qui courent, et c'est vrai que même pour les bébés qui marchent, nous là que 19 mois, 20 mois dans bientôt, et on nous a dit pieds nus aussi, et c'est pas moi qui la force à être pieds nus, c'est pédiatre et compagnie. Ben alors minimalisme dès la sortie du berceau. Ouais. Ah oui, complètement. Mais bon, moi ici, justement, c'est aussi le débat fait rage, mais bon, vu que papa, il porte pas de chaussures, on fait comme papa, et puis voilà. Donc, c'est classe de faire comme ça. Ça c'est très bien, c'est très bien de montrer l'exemple comme il faut aux plus jeunes en tout cas. Ouais, j'encaisse les regards noirs, je prends sur moi, y a pas de souci. Bah merci à tous, merci à tous les trois. Je t'inclus dedans, Greg. Oui, merci à tout le monde. Ouais, merci à vous pour cette charmante discussion.
on mettra toutes les notes, toutes les infos dans les notes de l'émission. Une dernière petite chose, si vous avez aimé l'épisode ou si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à aller sur le site podcast.nakan.ch ou sur toutes les plateformes de podcast que vous utilisez, à mettre un petit commentaire, des étoiles, des pouces, et puis à nous en dire plus. Et puis ça va nous permettre de nous améliorer si c'était pas bien, et si ça vous a plu, de péter les scores et de remonter dans les rankings. Et là, c'est le blanc. Alors, laissez-nous ces remarques, ces commentaires, et puis nous, on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode avec Hermano. On approche gentiment de la fin de cette première saison du podcast des sportifs connectés. Nous, on se connecte un petit peu plus sur l'année calendaire plutôt que sur la saison sportive. On a décidé de faire ça comme ça. Mais on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode avec grand plaisir. Alors, merci tout le monde. C'était vraiment très chouette d'enregistrer avec vous. On n'a pas vu le temps passer. J'espère que pour nos auditeurs, ce sera pareil. Et puis Hermano, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. 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 Bon, merci messieurs. Merci tout le monde. Merci, bien sympa. Ouais. 1h25, on n'était pas loin des records. Une belle sortie longue, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Il va falloir courir longtemps pour s'envoyer l'épisode complet, ouais.